vous croyez. Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 50 avec Betsy Parail-Pézard. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. J'ai passé des années à suivre des règles imposées par notre société qui m'ont éloigné de mes véritables aspirations, mais c'est en acceptant de sortir des cases, d'apprendre de nouvelles choses et de penser différemment que j'ai révélé mon véritable potentiel. Je dis souvent que dans la vie on n'y arrive jamais seul, alors j'ai choisi de vous accompagner où que vous soyez pour vous apporter plus de valeur dans votre quotidien. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la méditation de pleine conscience. Même si la méditation est pratiquée depuis des siècles dans certaines cultures, elle intéresse aujourd'hui de plus en plus de monde et on peut même dire que c'est devenu un sujet mainstream. Alors j'ai souhaité prendre de la hauteur et inviter une personne qui a une vision différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre et un parcours de vie intéressant dont nous pouvons tous nous inspirer à différents niveaux. Betsy Parail-Pézard est experte en leadership et se différencie avec son approche originale par la méditation de pleine conscience. Vous allez découvrir le principe de la punk mindfulness et comment la méditation peut devenir une forme de rébellion. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam qui sélectionne chaque semaine une conférence pour en extraire les meilleurs enseignements qui vont nous aider à améliorer notre vie au quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les 3 conseils à retenir pour pratiquer à votre tour la méditation de pleine conscience. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Hélène qui nous dit « Pro, efficace et authentique ». Merci l'équipe du Manal Show pour ce podcast toujours instructif. Je rencontre chaque semaine une nouvelle personne que vous interviewez de manière très complète. Continuez à nous faire rêver. Merci beaucoup Hélène d'avoir laissé 5 stars sur Apple Podcast, ça me fait très plaisir. Et j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent en dehors de la France. Vous êtes extrêmement nombreux à m'écouter au Canada, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Niger, en Belgique, en Suisse. Bref, vous êtes nombreux à m'écouter à l'international et ça me fait vraiment très plaisir de voir que la communauté du Manal Show s'agrandit de cette manière. Je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Merci. Sachez que je reçois absolument tous vos messages. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, eh bien rendez-vous tout de suite sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs. Originaire des États-Unis, elle dit elle-même avoir grandi dans 4 cultures différentes qui ont façonné son identité américaine, indienne, norvégienne et française. Une richesse culturelle qui lui donne une grande ouverture d'esprit et qui alimente sa curiosité et sa passion pour la psychologie humaine. Après avoir étudié la littérature à Chicago et à Paris, elle s'est intéressée au leadership et à la méditation de pleine conscience, une pratique qui lui a permis d'entreprendre une transformation personnelle et elle partage d'ailleurs son expérience dans son livre « Méditer, c'est se rebeller » paru aux éditions Marabout. Elle mène notamment un projet de recherche autour de l'impact de la méditation sur le leadership, un concept très innovant auquel nous allons nous intéresser de plus près et elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Betsy Parail-Pézard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour cette invitation, Manal. Alors Betsy, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, la première chose à laquelle je pense, c'était un moment de ma vie où j'étais directrice dans un unité de business dans un grand groupe de formation privée. Et
Et j'étais en pause parce que j'avais une grossesse qui se passait mal, donc quelque chose m'avait arrêtée. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai senti que j'avais besoin de venir aux côtés des personnes qui étaient dans des positions de leadership et de les inviter à réfléchir autrement. Alors Betsy, vous êtes américaine, vous avez grandi aux États-Unis et il faut savoir une chose, c'est que moi je suis très inspirée par la culture anglo-saxonne, notamment dans le domaine professionnel. Alors j'aimerais bien savoir quels sont les grands enseignements que vous gardez de votre enfance et de votre éducation aux États-Unis. Et je pense que ce que je garde de ma culture américaine, c'est un appel à la liberté qui fait partie de la culture. Cette recherche que chaque personne doit trouver leur voie, trouver ce qui va les rendre heureux, ce qui va leur permettre de vivre la vie qui leur correspond. Et je pense que cette liberté-là, je l'ai emportée avec moi en Europe. Mais oui, il y a ce rapport à la liberté qui est vraiment essentiel pour les Américains et qui motive beaucoup des décisions à tous les niveaux de la société, je pense. Alors vous l'avez dit, hein, ça fait 18 ans que vous êtes installée ici en France. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester? J'ai quitté les États-Unis 2 semaines après ma remise de diplôme et j'ai souhaité vivre une aventure. J'étais très attirée par l'Europe. J'ai habité en Norvège pendant plusieurs années. Et quand je suis arrivée en France, au début, c'était un savoir-vivre. C'était un art de vivre que je trouvais très agréable. Et puis, très rapidement, je suis tombée amoureuse de la France, de la culture française. Et j'ai voulu, en fait, c'est vraiment par curiosité que j'ai voulu être ici et plonger davantage en profondeur dans ce qui se passe ici. D'accord, donc je comprends mieux un petit peu pourquoi vous êtes resté ici en France. Pourtant, vous savez que la France est l'un des pays considérés comme les pays les plus stressés au monde. Il y a des choses qui sont très inspirants pour moi en France, que je trouve sont liées à la méditation et à la pleine conscience. Et souvent dans mon discours, j'essaie d'inviter les Français à sentir que nous avons déjà un capital de savoir-vivre, d'art de vivre qui est présent ici et qu'on peut partir de là pour continuer à le faire évoluer dans le bon sens. Un exemple, c'est la capacité qu'ont les Français à faire une vraie pause déjeuner. Oui. Mmh. À se déconnecter de leur travail, à prendre 1 heure, à fermer l'ordinateur et aller vraiment parler aux collègues et pas de travail, mais d'autres choses qui traitent d'autres parties de leur vie. Et je pense que ça fait partie de l'efficacité des Français. C'est quelque chose qui est vraiment dans la culture de respecter des temps de pause comme ça. Oui, Donc, c'est vrai, chose qu'on ne trouve pas forcément aux États-Unis, par exemple, où là, on va absolument. plutôt déjeuner sur le pouce très rapidement. Tout à fait. Ici, il y a un temps pour les choses. Il y a un rythme dans l'année. Il y a des moments où on travaille et il y a d'autres moments de l'année où on ne travaille pas et on s'offre vraiment le droit de se déconnecter. Et ça, ce sont des choses qui sont vraiment des atouts et un capital de la culture française. Donc, moi, je nous encourage à le garder et aussi à le faire évoluer, à se dire, en fait, il n'y a pas juste l'année sur laquelle il y a des temps, mais aussi dans une journée, aussi même dans une réunion, dans 1 heure, dans un rendez-vous. Il y a aussi des moments, en fait, comme ça, où on a besoin de déconnecter, de respirer, de se recentrer et de se poser des questions sur nos intentions. Et bien sûr, on va en parler encore plus en détail, hein, parce que c'est vraiment un aspect qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai qu'en tant que Français, on a tendance peut-être à faire le focus sur les choses négatives, hein, les choses qui ne nous plaisent pas beaucoup, qu'on a envie d'améliorer. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de choses très très bien en France. Et c'est toujours agréable en fait d'avoir un retour comme ça d'une personne qui est là depuis des années, mais qui n'est pas forcément française de souche, pour nous dire, pour nous rappeler ces choses-là. Merci. Et alors, comment vous avez découvert la méditation? Pourquoi vous vous êtes intéressée à cette pratique? Alors, je me suis intéressée à la méditation
par curiosité. C'est toujours quelque chose qui m'avait toujours attirée, à un certain niveau et pendant longtemps, j'ai pratiqué, de façon assez seule, et c'était un moment de ma vie où j'ai commencé à vraiment pratiquer davantage, et aussi à chercher à voir le lien entre ma pratique et ma vie professionnelle et les autres parties de ma vie, que j'ai senti que c'était vraiment quelque chose qui m'apportait énormément et qui était un vrai avantage pour un leader. Alors vous, vous pratiquez la méditation de pleine conscience, mindfulness en anglais, hein. C'est quoi exactement la méditation de pleine conscience? Alors la méditation de pleine conscience, c'est une façon de diriger son attention vers le moment présent, sans jugement. Et ça, c'est peut-être la base de la méditation de pleine conscience, mais ça va jusqu'à créer un état de conscience qui est très différent de ce que nous avons l'habitude d'expérimenter. Et ça va jusqu'à une forme de leadership. Donc ça commence en fait par quelque chose de très simple qui est de porter son attention vers le moment présent, et ça va jusqu'à une façon unique d'être avec le monde. Il y a plusieurs niveaux en fait dans la méditation de pleine conscience? Oui, on peut dire que c'est un chemin et qu'avec la pratique et surtout en étant accompagné, qu'on développe, nos capacités, en pleine conscience. Et vous, Betty, vous avez inventé un concept qui est très intéressant, que vous appelez la punk mindfulness, que vous développez d'ailleurs tout au long de votre livre, hein, Méditer, c'est se rebeller. Alors, c'est pas forcément deux notions qu'on a envie d'associer comme ça de prime abord, mais vous le faites. Qu'est-ce qui vous inspire dans la philosophie punk pour vouloir faire le lien comme ça avec la méditation? Le côté punk, pour moi, ça représente, une invitation à la liberté, et aussi à la créativité, à la remise en question de notre voie actuelle dans la société. Et j'ai voulu envoyer un message fort que la pleine conscience n'est pas un simple outil de gestion de stress, mais une invitation à vraiment remettre en question les projets personnels et aussi collectifs que nous avons. Et pour moi, j'associe fortement ma transformation personnelle, ma pratique de pleine conscience et ma voie vers mon engagement social. Et pour moi, ce sont deux choses qui vont ensemble. Méditer, c'est un acte de rébellion pour vous. Oui, parce que si vous regardez notre société, tout est fait pour attraper votre attention. Du matin au soir, vous n'avez aucun moment où il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui est en train d'essayer d'avoir votre attention et de le capturer, même vous rendre, pour certains types de choses, même vous rendre accro, addict à un certain fonctionnement. Et le fait de se réapproprier son attention et de décider plus consciemment, plus intentionnellement vers quoi vous allez diriger votre attention, de faire ça basé sur les intentions, des choses qui sont liées à vos valeurs et qui vont avec vos intentions de vie ou vos intentions collectives, c'est un acte fort, hein. Ça semble anodin comme ça, je vais prendre quelques minutes pour moi, mais au contraire, pour moi, c'est un acte de rébellion contre une société qui vous traite comme une unité de production et de consommation et qui traite votre attention comme si ça ne vous appartenait pas. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai que le fait, comme ça, de reprendre la main sur son attention, je vous rejoins, c'est un vrai acte de rébellion. Et alors vous, Betsy, quel impact la méditation a sur votre vie? En fait, la méditation m'a permis de créer davantage une vie qui me correspond. Je pense que c'est ma pratique de méditation qui m'a permis de trouver le courage de quitter ma carrière et de créer l'activité que j'ai aujourd'hui, alors que personne ne me demandait de le faire. Et puis même, j'ai eu quelques personnes, quelques proches qui résistaient à ce changement personnel. Mais c'est intéressant comment la méditation vous a aidé à franchir le cap. Alors, ça me donnait constamment la possibilité de me recentrer sur ce que j'entendais à l'intérieur de moi.
Et comme je disais, en fait, il y a toutes ces voix extérieures qui campent à l'intérieur de nous et qui font partie de notre paysage mental et qui se répètent pour nous garder à la place où nous sommes. Et pour moi, la méditation m'a permis d'entendre davantage ma voix intérieure, la toute petite voix qui nous chuchote que on n'est pas à la place où on est censé être et que d'autres choses est possible. Et en fait, quelque part, pour moi, la méditation permet de hausser le volume sur cette voix intérieure et de l'entendre comme étant aussi important que tous les autres conseils et des personnes qui semblent savoir mieux que nous. Vous méditez combien de temps par jour environ? Alors, jusqu'à 1 heure, un minimum de 15 minutes, mais 1 heure si j'ai envie et je sens que c'est ce qui est bon pour moi. Mais je mettrai pas trop d'accent sur le temps qu'on médite. Je dirais que c'est plutôt la régularité qui compte. C'est la question que j'allais vous poser justement. Est-ce que la durée est si importante que ça? Alors la durée, c'est plus en fait on ressent le besoin et on ressent l'envie de méditer plus longuement. Mais ce qui est important, surtout dans un premier temps, c'est de méditer régulièrement et vraiment s'offrir une rencontre avec soi, avec soi-même, au moins une fois par jour, même si c'est 1 minute. À dire que à toutes les personnes et toutes les choses auxquelles vous avez dédié du temps et de l'attention dans la journée, ce serait très dommage que vous ne pourrez pas vous procurer 1 minute de cette attention pour votre monde intérieur. Et moi, j'entends beaucoup de personnes dire qu'il vaut mieux méditer le matin pour bien commencer sa journée. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'il faut s'adapter à ses propres besoins. Donc, je n'ai pas trop de règles. Je voudrais aussi avoir de la liberté aussi dans la méditation. Et donc, si vous n'avez pas envie de méditer, je vous dirais que c'est OK aussi. Que c'est vraiment quelque chose on fait en accord avec soi grâce à l'appel qui vient de l'intérieur. Et ce n'est pas un dictat de plus de la société de commencer à méditer. Donc la méditation, ce n'est pas forcément bon pour tout le monde. Non, il peut y avoir des personnes qui vivent des expériences qui ne sont pas agréables ou qui sont franchement très gênantes. Et c'est pour ça que je pense que je le mentionne au tout début de mon livre. Ça fait pas partie du discours général autour de la méditation qui le traite un peu comme une panacée qui va résoudre tous nos Tous les problèmes. problèmes, ouais. Parce que ce qui peut se passer très rapidement, c'est quelqu'un qui dit qu'ils ont trouvé ça désagréable et que les autres ne comprennent pas parce que pour eux, c'était génial. Oui, ne Et, pas juger en fait les opinions et les sensations des autres. et aussi de les prendre au sérieux. Pour moi, la méditation, c'est pas une fin en soi et ce n'est pas, je pense pas que tout le monde doit méditer. Je pense que par contre, tout le monde est invité à se poser la question de savoir est-ce que leur vie leur correspond et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui peut les aider à faire évoluer leur vie vers une vie qui est plus proche de qui ils sont, leurs valeurs, etc. Et pour moi, la méditation, c'est une voie parmi d'autres. Alors c'est vrai qu'on pratique de plus en plus la méditation, je le disais, notamment à l'école, en entreprise, à l'hôpital et même dans les centres pénitentiaires. Alors comment vous expliquez ce phénomène? Pourquoi il y a un tel intérêt, un tel engouement pour la méditation aujourd'hui dans notre société occidentale? Alors, ce qui s'est passé dans les dernières 30 années, on pourrait dire, c'est qu'il y a eu une évolution de la technologie médicale. Il y a eu aussi un intérêt pour la méditation par les chercheurs scientifiques dans les universités. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de bienfaits qui commencent à être démontrés par les études scientifiques, même si on n'est qu'au début de ces études, mais on voit une tendance générale que la méditation peut aider certaines personnes. Alors je sais, Betty, que vous travaillez notamment avec des détenus en prison. Alors c'est quoi l'objectif pour un prisonnier de pratiquer la méditation? Comment vous les accompagnez? Et est-ce que vous avez de bons résultats? Alors, nous avons commencé avec Mindfulness Solidaire à inviter les détenus
à méditer c'était en début de 2018. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un accueil très positif de ces pratiques. On va bientôt nous faire accompagner par des équipes de recherche pour pouvoir mieux connaître les résultats. Mais aux États-Unis, les programmes comme les nôtres ont un effet mesuré sur le récidive. Donc, ont le potentiel de vraiment changer la trajectoire de la vie d'un détenu. Mais vous savez que la méditation, elle est utilisée depuis de nombreuses années dans les prisons japonaises. Et je sais qu'ils ont d'excellents résultats avec un taux de récidive justement extrêmement bas. C'est super. Il y a aussi des programmes en Inde. Il y a 200 prisons aux États-Unis aussi. Et c'est vraiment, c'est peut-être quelque chose d'assez surprenant, mais je pense que ce serait une nouvelle tendance dans les années à venir. En tout cas, bravo pour votre initiative. Je trouve ça toujours très important et très intéressant de mener ce genre de projet. Avec votre association, c'est ça ? C'est Mindfulness Solidaire. Oui. Mindfulness Solidaire, bien sûr, je mettrai la référence pour les personnes qui sont intéressées. Merci. Alors moi, j'ai lu récemment un article du magazine Harvard Business Review qui parle de leadership et de méditation avec comme titre « Il est urgent que les managers français se convertissent à la méditation ». Et vous, Betty, eh bien, vous dites dans l'une de vos conférences que les grands leaders de demain pratiqueront tous la méditation. Pourquoi c'est si important ? En quoi la méditation peut nous aider à développer notre leadership ? Je ne sais pas si j'ai dit qu'on pratiqueront tous, mais en fait, je pense qu'il y aurait une tendance forte vers la méditation dans les entreprises. Je pense que c'est une pratique qui peut soutenir un leader qui essaie de faire face à un futur qui est inconnu, qui est difficile à comprendre, qui est dans des environnements qui deviennent de plus en plus complexes. Personnellement, professionnellement, j'accompagne les dirigeants, j'enseigne la méditation à des comités de direction et à des dirigeants. Et c'est quelque chose qui est d'un grand soutien pour quelqu'un qui essaie de faire des affaires dans le monde dans lequel nous sommes actuellement. En effet, moi aussi, je vois énormément de dirigeants d'entreprises aujourd'hui qui se mettent à la méditation. Alors, quels sont les effets, justement ? Quels sont les objectifs d'abord de pratiquer la méditation pour un leader ? Et quels sont les effets, l'impact que vous constatez ? Ce qu'on va voir, c'est que la personne va avoir une attention plus aiguisée pour leur monde intérieur. Donc, ils vont avoir plus de capacité à détecter leurs propres émotions et comprendre plus facilement les origines de ces émotions et ce qui est en train de se passer un peu sous le radar, on pourrait dire. Et par la suite, ils vont avoir une capacité améliorée à gérer leurs émotions, à aligner leur monde intérieur avec ce qu'ils cherchent à créer dans leur monde extérieur. Donc, à faciliter la communication aussi avec les autres. La communication, en fait, ce dont beaucoup de leaders ils ne se rendent pas compte, c'est que leur état émotionnel est contagieux et leur façon de se gérer va avoir un effet en cascade sur les personnes autour d'eux et les inviter à être plus soigneux avec cette information et d'apprendre à se gérer pour justement ne pas propager dans l'entreprise des états de stress. Du coup, je comprends mieux le titre de l'article du Harvard Business Review quand ils disent que c'est urgent que les managers français se convertissent à la méditation. En effet, je confirme, dans les entreprises, souvent, les managers ont besoin d'un peu mieux gérer leurs émotions et leurs attitudes, leurs comportements face aux membres de l'équipe. Oui, tout à fait. Pour moi, les bons leaders dans les entreprises sont des personnes qui prennent la responsabilité pour le pouvoir qu'ils ont sur les autres et qui apprennent à aider les autres aussi à être plus autonomes, plus en leadership de leur état intérieur et de l'environnement autour d'eux.
Et alors concrètement, comment on pratique la méditation de pleine conscience? Parce que moi, je suis persuadée qu'il y a plein de personnes, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est exactement. Ça peut paraître un peu abstrait. Donc concrètement, comment vous faites, vous, pour pratiquer la méditation de pleine conscience? Alors, une pratique qui est assez courante, c'est de poser son attention sur quelque chose comme sa respiration. La respiration, c'est facile parce que c'est toujours avec nous. On pose l'attention sur la respiration. Dans un deuxième temps, il va y avoir une distraction, quelque chose qui fait que notre attention n'est plus sur la respiration. Dans une troisième étape, on va le remarquer, on va voir que l'attention n'est plus là où on avait décidé de le poser. Et dans un quatrième temps, on va récupérer l'attention pour le placer à nouveau sur la respiration. Et la méditation, c'est des cycles répétés de ces 4 étapes de façon répétée sur un temps donné. Ça, c'est vraiment la pratique formelle de la méditation. Alors, certaines pratiques portent sur une attention sur l'ensemble du corps ou sur des sons, ça peut être différentes choses, mais on utilise un support d'attention et on entraîne notre attention à être davantage à viser ce qu'on a décidé décider ce sur quoi on a décidé de se concentrer. Vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a tendance à réfléchir et avoir beaucoup de pensées comme ça qui nous traversent l'esprit. Ça peut paraître un peu compliqué au départ de vraiment se concentrer sur la respiration et de maîtriser ces pensées-là. J'en parle par connaissance de cause. Donc du coup, je sais qu'il y a aussi ce qu'on appelle la méditation guidée pour pouvoir justement nous aider à être plus concentrés sur notre respiration. Oui, la méditation guidée, il y a la méditation de pleine conscience guidée. Moi, je travaille avec une application digitale qui s'appelle Petit Bambou. J'accompagne cette application parce que je suis la voix anglaise de l'app. Donc, vous guidez les utilisateurs dans leur méditation de pleine conscience. Tout à fait. D'accord, c'est bon à savoir. Et en fait, vous disiez que on a plein de pensées et que notre attention est constamment portée vers ailleurs. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que ça fait partie de la pratique de la méditation. L'idée, ce n'est pas de se vider l'esprit ou de ne plus avoir de pensée, mais de porter une attention vers ce qui se passe à ce niveau-là et de entraîner l'esprit à revenir vers vers un support d'attention. Ça muscle, on peut dire, notre attention. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas forcément lutter contre ces pensées-là qui nous traversent l'esprit. Au contraire, il faut les accepter, c'est ça? Et essayer de recentrer sur, par exemple, le point de départ, la respiration. Voilà, au contraire, comme vous avez dit, ça fait partie de la méditation et on voit passer les pensées. Et parfois, c'est une information assez intéressante de voir ce qui nous préoccupe. Au lieu d'être tout simplement victime de la machine mentale qui fait son travail sans qu'on puisse l'échapper. C'est vrai, c'est hyper important et je pense que malheureusement, on ne prend pas forcément le temps de se poser pour réfléchir à ce qui nous préoccupe. Donc c'est en ça que la méditation, moi, m'aide énormément. Et comme je le disais, donc ça peut paraître abstrait, on a parlé du cheminement des 4 étapes, mais concrètement, est-ce que vous pouvez me dire comment vous méditez? Est-ce qu'il y a une posture spéciale à adopter? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire ou à dire? De quelle manière, en fait, vous pratiquez la méditation de pleine conscience à titre personnel? Personnellement, je prends un temps pour m'asseoir. J'ai un coussin de méditation dans mon bureau et je prends un temps le matin, le soir. Donc comme posture, il faut vous préconiser d'abord de s'asseoir. Alors on s'assoit, donc ça peut être sur une chaise ou ou par terre, sur le sol et puis on crée un dos un peu plus droit qu'on a l'habitude, et quelque part, en fait, il y a cette droiture qui est déjà un premier pas vers la pleine conscience. Ça envoie un message à notre système que là, on se pose dans le moment présent. On n'est ni en train de se projeter vers un futur qui peut parfois nous inquiète, ni en train de ruminer sur le passé qui n'est plus, qui n'existe plus, qui n'est plus là.
Et là, on va observer le fonctionnement intérieur. On va avoir une attention pour nos sensations corporelles, mais aussi pour nos émotions, pour les pensées qui passent par là. Et on va sentir aussi la disposition dans laquelle on est. Un exemple, par exemple, on va passer une journée entière, on va dire c'était une mauvaise journée, mais à aucun moment est-ce qu'on va aller en détail et essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était gênant, en quoi ça consiste tout cela. Oui, oui, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi pour mieux se comprendre, mieux se connaître. Et d'ailleurs, j'aimerais citer un petit passage de votre livre, Méditer, c'est se rebeller. Vous pouvez commencer aujourd'hui sans rien changer d'autre que votre conscience de vous-même et du monde qui vous entoure. En effet, il s'agit de reprendre en main sa vie intérieure, de voir à quel point elle est devenue un terrain vague où notre culture a fait son dumping à volonté. Alors ce passage me parle beaucoup, moi, Betsy, parce qu'il fait clairement écho à ce que je répète très souvent dans ce podcast, que le changement, quel qu'il soit, ne se fera que par nous-mêmes et par personne d'autre. Parce que nous sommes les seuls à décider d'accomplir les changements dont nous avons besoin. Alors, do it yourself. Où vous voulez en venir, vous, Betsy, quand vous dites que notre culture a fait du dumping sur notre vie intérieure? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous? Je pense que quand on est né dans ce monde, il y a un esprit qui est assez libre, hein, qui n'est pas encore imprégné des idées des autres, et que petit à petit, la famille, la culture, les groupes auxquels vous appartenez, les paysages politiques, tous les mouvements de société viennent placer leurs idées à l'intérieur de votre esprit de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait très peu de place pour le libre arbitre avec lequel vous êtes né. Et c'est très difficile par la suite d'agrandir cet espace intérieur et de recréer un peu de liberté intérieure. Et pour moi, la pleine conscience, je m'y intéresse aussi aujourd'hui comme un moyen de création de liberté intérieure. D'où la référence à l'idéologie punk, en fait. Parce qu'il faut savoir que l'idéologie punk, à la fin des années 70, c'était considéré à l'époque comme quelque chose de marginal, quelque chose de subversif, mais c'est devenu par la suite, petit à petit, une philosophie complètement acceptée et même à la mode, même tendance. Vous pensez, vous, Betsy, que le mindfulness comme ça connaîtra le même destin, en fait, que l'idéologie punk, à savoir qu'au départ, c'est marginal, c'est subversif, pour devenir ensuite complètement évident et accepté? J'espère que de manière générale, tout ce qui apporte de la liberté à l'individu et la possibilité de grandir. Je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense en fait, il y avait des choses en fait qui étaient censées nous apporter plus de liberté, comme Internet, et qui ont fini par nous prendre notre liberté et nous donner de moins en moins de choix. Et donc, pour moi, la méditation, je le positionne parmi plein de choses qui existent, qui permettront de reprendre la main sur sa vie et sur la société. Et j'espère que ces choses-là, en fait, ma vision, ce serait que ces choses se développent, mais ça demande une forte prise de conscience de la part des individus et une certain courage pour aller à l'encontre de ce qui est devenu le statu quo. C'est vrai que finalement, c'est l'échec de notre société moderne, on peut dire ça comme ça. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que de plus en plus de personnes se tournent vers ce type de pratique, comme la méditation. Tout à fait. La méditation peut soutenir un mouvement de vie qui veut naître, on peut dire. Vous nous avez déjà donné plein de conseils, de très bons conseils d'ailleurs, mais j'aime bien finir mon interview avec des conseils un peu plus concrets pour les auditeurs qui souhaitent appliquer, eux aussi pratiquer la méditation de pleine conscience. Alors, quels sont vos 3 meilleurs conseils pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent à leur tour pratiquer la méditation de pleine conscience? Quelles sont les étapes en fait que vous leur conseillez de suivre pour en tirer les meilleurs bénéfices possibles?
Le premier conseil, ce serait plus une invitation. Je vous invite à faire une rencontre avec soi de façon quotidienne et je vous invite à prioriser cette rencontre pour que ça ne passe jamais à la trappe, que ce soit vraiment dans les choses les plus importantes de votre journée. Donc concrètement, par exemple, le noter dans votre agenda, votre planning, comme faisant partie d'un rendez-vous obligatoire que vous vous donnez avec vous-même. Tout à fait, de le programmer pour créer l'habitude d'avoir cette rencontre avec soi, tout à fait. Le deuxième conseil, ce serait de vous dire que tout le monde essaierait d'avoir peut-être la main sur votre monde intérieur, que il y a un intérêt dans la pleine conscience qui est d'être moins la victime de manipulation des autres. Et donc, je vous invite à méditer aussi pour prendre votre puissance intérieure en main et de sentir à quel point vous avez un potentiel pour diriger votre vie. Et troisième conseil pour finir? Un troisième conseil, ce serait alors ça va peut-être être un peu étrange, mais ce serait une invitation à réfléchir au fait que vous n'avez qu'une vie pour avoir de l'impact dans ce monde. Et donc, avec cette seule et unique vie, ce serait plus une question, peut-être, qu'est-ce que vous allez en faire? Ouais, c'est une question qu'on a souvent du mal à se poser par peur, mais je suis d'accord avec vous et il faut quand même se confronter à cette question parce que finalement, on a tous la même destinée, hein, on est d'accord. Donc quel impact vous voulez avoir dans cette vie? Oui, comment vous pouvez impacter votre vie à vous et celle des autres? Excellent conseil, merci beaucoup Betty d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Un temps de respiration. Quel est le dernier livre que vous avez lu? C'est le livre sur Spinoza de Frédéric Lenoir. Quelle est la chose la plus rebelle que vous ayez faite jusqu'à maintenant? Peut-être raser ma tête quand j'étais plus jeune. Et plus récemment, c'était de quitter ma carrière. Quelle application utilisez-vous le plus? Petit bambou. Quelle est votre plus grande peur? Ne pas avoir de l'impact. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? Mon coussin de méditation. Quel est votre talent caché? Quelque chose que vous savez faire naturellement, mais que personne ne soupçonnerait. J'ai exprimé pas mal de talents, mais peut-être on ne sait plus que je sais bien cuisiner. Quel livre offririez-vous en premier? Les 4 accords Toltec. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Peut-être mon addiction au sucre. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? Je crois que le monde est en train de s'améliorer. Si vous disposiez de 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous? Je les offrirais à quelqu'un dans la rue. Qu'est-ce qui vous manque le plus des États-Unis? Peut-être les pancakes. Ouais, je suis d'accord, les pancakes quand même. Quelle est votre Madeleine de Proust? Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance. Les pancakes. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie? La chose qui m'a le plus marquée, c'est de travailler dans un centre pour des personnes qui étaient toxicomanes et prostituées à Oslo, en Norvège. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Faire ce que tu as à faire. C'est mon père qui me l'a dit. Quel est votre plus grand regret? Peut-être de ne pas avoir quitté ma carrière plus tôt. Si vous pouviez inviter la personne de votre choix à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous? Ce serait Maya Angelou. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Une méditation. Merci beaucoup Betty d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? Je suis sur tous les réseaux sociaux. D'accord.
sur LinkedIn, Facebook, sur Twitter. En fait, il y a des pages pour Connection Leadership, pour méditer, c'est se révéler. Et mon nom sur Twitter, c'est @Betsy Parail. De toute façon, je partagerai toutes les références sur notre site, lemanalshow.com. Vous avez également écrit un livre, je l'ai cité lors de notre échange, Méditer, c'est se rebeller, paru aux éditions Marabout. Tout à fait. Et vous avez également un site internet. Un site internet. Et puis, vous pouvez me trouver aussi avec Mindfulness Solidaire, qui a aussi une page sur Facebook. Merci encore Betsy, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup Manal. Salut Myriam. Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va super bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce début d'année. Mais oui, c'est vrai, c'est la première chronique 2019 pour toi. Et oui, exactement. Top. Et j'espère qu'on va commencer sur les chapeaux de roue. Écoute, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Que tous tes projets se concrétisent avec succès. Merci beaucoup et je souhaite la même chose au Manal Show et aux super membres de l'équipe du Manal Show. Il y a tous les auditeurs qui nous écoutent. Évidemment. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je sais qu'on va parler d'un sujet qui te tient à cœur, Manal, puisqu'on va parler perfectionnisme. Tu ne crois pas si bien dire. Et aujourd'hui, grâce au conseil de la psychologue Alice Domar, nous allons apprendre à être un bon perfectionniste, être un perfectionniste en perfectionnisme, si vous voulez, quelque part. Alors, on le sait tous, être perfectionniste peut avoir du bon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a parfois du mal à se défaire de ce défaut qualité, parce qu'on sait que c'est une source de bienfaits quelque part. Et un exemple tout bête, quand on arrive en entretien, en général, la première chose qu'on a envie de mentionner quand on parle d'un défaut qu'on pourrait avoir, on parle du perfectionnisme. Oui, c'est vrai d'ailleurs, si je peux me permettre, juste, je conseille à tout le monde d'arrêter avec ça. Bon, c'est vrai, trouvez-vous un vrai défaut, parce que tout le monde devient perfectionniste en recrutement, en entretien d'embauche. Enfin, c'est bon quoi, à un moment donné... On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et c'est justement mal comprendre ce qu'est qu'un perfectionniste. Parce qu'un perfectionniste, ce n'est pas qu'une personne qui cherche à faire bien tout le temps, c'est quelqu'un qui cherche à faire mieux tout le temps et qui du coup va par moments se fixer des objectifs un peu difficiles à atteindre, voire complètement impossibles à atteindre. Et l'autre gros défaut du perfectionniste, c'est aussi qu'il va vouloir à tout prix, sans s'accorder aucun moment de pause et de répit, contrôler chaque aspect de sa vie. Alors comment fait-on pour faire du perfectionnisme une véritable force ? Eh bien, Alice Domar a une recette secrète. Elle veut nous apprendre à devenir un perfectionniste adapté. Retenez bien ce mot. Perfectionniste adapté. C'est ce que ça veut dire. C'est qu'en gros, vous ne renoncez pas aux bienfaits qu'apporte le perfectionnisme, mais que vous décidez de faire en sorte qu'il arrête d'être un frein ou une source d'angoisse pour vous. En gros, vous allez chercher à vous améliorer si vous sentez que réellement vous pouvez aller au bout d'une chose et que ça va vous apporter quelque chose de bénéfique sur un plan personnel et professionnel. Et ce qui est aussi très important, c'est de faire la paix avec soi-même, d'accepter de ne pas contrôler chaque aspect de notre vie et de se dire « je peux lâcher prise ». Ne pas contrôler chaque aspect de notre vie, lâcher prise, ok, très bien, mais honnêtement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc comment on peut se soigner au quotidien ? Comment on peut faire en sorte de passer outre ce perfectionnisme concrètement ? Eh bien, c'est parti pour la petite liste de conseils. Allons-y. Premier conseil, tout bête, mais qui va vous faire un bien fou, c'est tout simplement d'aller faire du sport. Non, le sport, ce n'est pas que pour ceux qui veulent perdre du poids, c'est aussi pour les gens qui ont besoin de se défouler et de fuir leur anxiété. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est un défouloir. C'est un défouloir, c'est une sorte d'exorcisme quelque part. J'utilise un mot plutôt fort pour bien comprendre ce que ça peut vous apporter en dehors de ce que vous imaginez de cette pratique-là. Donc, allez nager, allez courir, allez boxer, allez faire quelque chose d'un peu brutal même. L'exercice vous permettra de vous débarrasser de l'anxiété à l'origine de ce défaut et de concentrer votre énergie sur autre chose que les pensées négatives qui parfois vous poussent à rechercher cette perfection idéalisée. Conseil numéro 2. Conseil numéro 2, super concret, appliquez la règle du 80-20 dans votre régime alimentaire au quotidien. Tout bêtement, mangez 80% de choses saines pour garder l'équilibre que vous souhaitez à tout prix conserver et accordez-vous 20% de ce que j'appelle délire alimentaire, gros plaisir pour éviter d'être frustré. C'est exactement ce que je fais. Je mange sain toute la semaine et je m'accorde un cheat meal par semaine, un seul. Mais alors là, vraiment, je me fais plaisir.
Conseil numéro 3. Conseil numéro 3, et vous devez l'entendre à longueur de journée. On l'entend, mais on ne réalise pas à quel point c'est important. C'est de limiter votre présence et votre consommation des réseaux sociaux. C'est bien connu, les réseaux sociaux nous renvoient à une image idéalisée de la réalité, un peu distordue. On va être honnête, on ne poste rien de nous qui ne soit pas valorisant sur les réseaux sociaux. Donc, résultat, on renvoie une image de nous qui est complètement fausse, et parfois, ça pousse à une espèce de comparaison malsaine qui est basée sur un mensonge. Donc, digital détox. D'ailleurs, le fait de décrocher des réseaux sociaux et de profiter des moments présents, ça sera l'objet d'une autre chronique. D'accord. Mais on y reviendra. 4e conseil. Et mon 4e conseil et mon dernier conseil, ne pas hésiter à se comparer à moins bien, ce que Alice Domar appelle le compare down. Pardon pour mon petit accent anglais. Alors, je sais que comme ça peut paraître un peu malsain. Ça peut paraître un petit peu incorrect parce qu'on va, on va regarder ceux qui ont moins, ceux qui font moins bien, et certains pensent peut-être un peu dans le jugement en faisant ça. Mais non, en réalité, les gens qui vont se comparer à moins bien ne vont pas se complaire. Au contraire, vous allez, grâce à ça, vous repositionner justement sur une échelle qui correspondra à la réalité, pas à votre regard distordu. Vous n'avez pas encore ça, vous allez atteindre cet objectif, mais en attendant, vous avez ça, et donc c'est une bonne base pour la réussite future. Moi, ce que je comprends par là, c'est surtout peut-être d'être plus dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce qu'on a déjà. Ça, c'est un facteur important, et ça nous permet de changer notre perspective, notre façon de voir les choses, et de se dire que ce qu'on a, c'est déjà très bien. Tout est dit, Manal, c'est d'ailleurs le conseil sous-jacent à toute ma chronique. La gratitude, c'est super important. Prenez le temps de prendre en considération les personnes et les plaisirs inestimables de votre vie. Je vous invite en gros à faire preuve de gratitude envers vous-même. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Il n'y a rien de mal à se trouver talentueux dans un domaine, ou à apprécier ses traits de caractère, ou même un de ses traits physiques. Il y a une grande différence entre être prétentieux et fier de soi. Le comprendre vous permettra de faire la paix avec votre complexe d'infériorité qui est à l'origine de votre perfectionnisme, et à vous dire aussi que c'est assez cliché mais complètement vrai, il n'y a rien de plus parfait que l'imperfection. Ah, ça c'est vrai, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont envie de regarder cette conférence, est-ce que tu peux juste nous rappeler le titre de la conf TED ? Alice Domar, How to be a better perfectionist. C'est en anglais ? C'est en anglais. Très bien, mais écoute, je mettrai le lien dans l'article qui accompagne ce podcast sur lemanalshow.com/podcast. Merci beaucoup Myriam. C'est toujours un plaisir. Tu as soulevé un sujet, une thématique qui m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup pour cette chronique, et je te dis à très bientôt. À très vite. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les 3 conseils à retenir pour pratiquer la méditation de pleine conscience. Conseil numéro 1, prenez le temps. On vit dans une société où tout va à 100 à l'heure. D'ailleurs, on se sent trop souvent submergé par les tonnes de choses qu'on a à faire, au point de ne plus prendre le temps pour soi-même. Mais s'il y a bien une leçon que j'ai apprise de ces 10 dernières années, c'est que la course à la performance est une course perdue d'avance, car en se focalisant uniquement sur ce que nous sommes capables de produire, on en oublie l'essentiel, ce que nous sommes capables de devenir. Et pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous devons rester en mouvement, faire travailler notre mental et prendre soin de notre esprit chaque jour. Alors accordez-vous 5 minutes, ou plus si vous le souhaitez, pour vous extraire de cette agitation quotidienne et vous recentrer sur vous-même. Que ce soit par le biais de la méditation ou tout autre exercice, l'essentiel étant d'être à l'écoute de vos sensations et de vos émotions. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même. Alors je sais que ce sont des termes qui peuvent paraître un peu trop galvaudés, moi-même ça a parfois tendance à m'agacer, mais par expérience, je peux vous dire que prendre du temps pour vous, chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes, vous apportera beaucoup de bienfaits et vous aidera à avoir le recul nécessaire sur le monde extérieur pour prendre de meilleures décisions qui auront un meilleur impact dans votre vie. Conseil numéro 2, soyez régulier. C'est la clé du succès dans tout ce qu'on entreprend. Il faut s'armer de patience et avoir une grande volonté pour espérer voir des résultats satisfaisants. Si vous souhaitez pratiquer la méditation, soyez régulier. C'est pourquoi je préconise de faire des séances courtes de 5 à 10 minutes, ce qui demande finalement très peu de temps et de mobilisation de votre part. Mais à force de répéter la même action chaque jour, cela deviendra une habitude et c'est de cette façon que vous augmenterez votre bien-être et votre épanouissement personnel. Toute notre vie n'est qu'une accumulation d'habitudes. Donc c'est en pratiquant la méditation quotidiennement que vous serez à même d'en récolter ses bienfaits.
De plus, c'est un cercle vertueux qui vous aidera à développer d'autres qualités, comme la discipline ou la concentration, des qualités importantes que vous pourrez utiliser dans tous les domaines de votre vie. Conseil numéro 3, expérimentez. J'ai beaucoup apprécié l'approche de Betsy Parail-Pézard qui a souligné un point important. La méditation n'est pas faite pour tout le monde. C'est pourquoi je vous incite à vivre vos propres expériences et à expérimenter différentes choses. C'est d'ailleurs valable pour tout ce que je partage avec vous dans ce podcast. Inspirez-vous, faites le tri et sélectionnez ce qui vous convient le mieux. Dans le principe de rébellion par la méditation dont nous a parlé Betsy, il y a surtout la volonté de retrouver notre liberté et notre libre arbitre. J'aime beaucoup le terme mindfulness, la pleine conscience qui peut faire allusion à différentes pratiques. Enfin, pour finir, j'aimerais que cet épisode soit pour vous un tremplin vers une meilleure conscience de vous-même. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et si vous avez apprécié cet entretien, prenez simplement 2 petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!